Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoute, Simon, il y a quelques semaines, maintenant, on a fait un podcast, Yann et moi, puis c'était une semaine où Jérôme Blanchet-Gravel venait nous parler. Puis à un moment donné, il avait droppé quelque chose sur le coup. Tu sais, j'avais comme rien dit, mais ça m'avait paru un peu exagéré où il disait ça serait intéressant de savoir combien de Canadiens ou de Québécois ont foutu le camp. S'expatrier ailleurs, aux États-Unis, dans les Caraïbes ou peu importe, parce qu'ils pouvaient faire du télétravail pendant la pandémie. Puis, il disait en gros, les nationalistes québécois, peut-être qu'ils devraient se poser la question de pourquoi les gens se sauvent avant Mmh. de capoter autant sur des thématiques identitaires. Puis, sur le coup, je me souviens plus quel chiffre il avait donné, mais je l'avais trouvé un peu saucé. Et là, tu m'as envoyé un article du National Post qui s'intitule Un nombre, que je l'ai traduit en français là, pour les besoins de la conversation, un nombre croissant de Canadiens partent à l'étranger faute d'abordabilité, finalement, Mmh. selon une étude de l'Université McGill. Et donc, qui révèle que le nombre de Canadiens vivant à l'étranger par rapport à la population nationale était 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Ouais. Donc, je vais le faire apparaître à On l'écran juste on pour parle les. d'un Oui, vas-y. On parle d'un 10% de la population canadienne, ce qui est fou, là, quand on y pense, c'est-à-dire sur 40 millions de Canadiens, C'est tu en as 4 beaucoup, là. millions à l'étranger. Puis en proportion, évidemment, c'est plus que les États-Unis. Pensez-y s'il y avait 33 millions d'Américains en dehors des États-Unis. Tu sais, je veux dire, vous voyez bien que ça dépasse l'entendement, là. Bon, c'est sûr que là-dedans, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'on parle des gens qui ont la citoyenneté, qui ont le passeport canadien. Fait que c'est sûr que ça inclut des gens qui n'ont plus la citoyenneté, mais qui sont peut-être, qui vont venir ici faire leur séjour minimum là, pour garder leur privilège. Est-ce que c'est super bien surveillé? Ça, je ne le sais pas. L'idée, c'est que ce chiffre de 10%-là, ça comprend de tout. Ça comprend des gens qui sont nés ici, qui ont leur citoyenneté, Ouais. sont nés citoyens canadiens, comme des gens. Il y avait d'autres choses aussi que je t'avais envoyées sur CTV, notamment d'autres sources qu'on n'ira pas nécessairement, mais des gens, par exemple, qui ont immigré au Canada il y a 15-20 ans et qui s'en retournent, par exemple. Beaucoup de gens de l'Inde, notamment, comme une communauté qui prend de plus en plus d'importance au pays. Mhm. Ben, ça, c'est beaucoup de gens de la communauté indienne, notamment, qui retournent pour des enjeux, justement, d'abordabilité, de coût de la vie, finalement. Donc, c'est ça, je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que, tu sais, bon, qu'est-ce qui ressort là-dedans? Il y a trois principaux aspects qui ressortent. Bon, on vient de le mentionner, il y a le coût de la vie, l'abordabilité. C'est tant, évidemment, on s'en doute pour ce qui est de l'accès à la propriété, mais sur bien d'autres affaires également, l'épicerie, là, tout ce genre, ben, tout, finalement. Tu as l'autre aspect aussi qui est finalement l'accès aux services. Oui, L'accès à la propriété, puis maintenant, on parle même plus du problème d'accès à la propriété, mais carrément de l'accès au logement. bon, il y a de l'accès à avoir un toit sur la tête, là, C'est ça finalement. qui Là. est fou, c'est qu'encore, il y a pas, il y a encore il y a quelques années, ben, je dirais plus mois, parce que ça fait plusieurs mois que la crise du logement est dans le discours ambiant, fait partie des préoccupations ambiantes, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui était implicite quand on parlait du problème d'acquérir une propriété au Canada, c'était l'idée qu'en gros, ouais, mais quand même, les gens peuvent se replier sur un logement, les gens ne sont pas dans la rue. Ben là, de plus en plus, on voit que la population canadienne, bon, c'est accru énormément au fil des dernières années. On n'a pas arrimé à ça, mais pas du tout Non. les mises en chantier. Parce que c'est ça qui est le gros problème là-dedans. Là. Ben, je fais une brève parenthèse, mais Oui, je pense vas-y. que c'est important de le dire, c'est qu'il y a des régions dans le monde là, où il y a une augmentation de la population qui est énorme. Tu as plusieurs endroits. L'exemple classique de ça, c'est au Japon, Mhm. à Tokyo, au Japon, où essentiellement, eux, c'est pas de l'immigration internationale, mais c'est de la migration interrégionale et provinciale. C'est-à-dire que tu as des endroits au Japon qui sont pratiquement désertiques avec des villes quasi abandonnées et les gens migrent vers des grands centres comme Tokyo. Ça crée une énorme pression sur le logement, mais quand même, on l'avait vu avec Pierre Desrochers qui était venu nous en parler dans un épisode du trio économique, mais aussi dans le podcast de Yann et Frank. Il montrait que malgré tout ça, ben, ils sont quand même capables d'être dans les grandes villes les plus abordables au monde. On voit qu'au Canada, Edmonton, Calgary se maintiennent comme des villes où il n'y a pas tant de problèmes de logement que ça. On a vu Austin au Texas Mhm. aussi, qui a
un accroissement de la population, mais c'est immense. Là. Tu sais, Ah ben oui. Le Texas, c'est un boom démographique immense, mais malgré ça, c'est moins cher là-bas que vivre à San Francisco ou à Los Angeles. Donc, il y a des raisons là, derrière ça. C'est-à-dire que tu as une crise du logement qui est créée, oui, oui, parce qu'il y a une augmentation drastique de la demande, mais qui est aucunement comblée par une augmentation de l'offre. Donc, c'est un des problèmes là, qui est soulevé là-dedans. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, pour finir la parenthèse, c'est Pierre Desrochers l'avait bien expliqué comment qu'au Japon, ils ont réussi à mettre au pas les gatekeepers en enlevant tout ce qui était restriction de zonage à Tokyo, par exemple. Tu sais. Évidemment, on est loin, loin, loin de ça ici. Mais bon, fait que c'est ça. D'abord, tu avais c'est ça. Fait que première raison, comme on vient de parler, tu as l'enjeu de l'accès au logement, puis de la crise du coût de la vie de façon générale. Ensuite, bon, comme j'avais commencé à expliquer, tu as l'accès aux services, c'est-à-dire que oui, bon, il y a encore trop de Canadiens qui pensent. Ben, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, mais on est souvent cette impression qu'il y a beaucoup de Canadiens qui croient encore que les services sont gratuits, que la santé, c'est gratuit, alors que pourtant, on sait comment on paie de taxes et impôts. Mais ce que les gens arrivent, c'est que même ceux qui pourraient être dans ce genre de courant de pensée-là, tu te dis, ouais, mais c'est parce que, OK, sur papier, on a parmi les meilleurs services qu'on ne peut pas avoir à un coût. Bon, en quelque part, tu le vois moins, c'est sur ta facture d'impôt et tout, mais sauf que tu n'y as pas accès. Fait que finalement, ça devient un peu, pour beaucoup, ça devient théorique quand tu pourris sur une liste d'attente pendant des mois, des années, puis bon, sur des genres de patentes comme Christian Dubé a mis en place récemment, que techniquement, tu es comme enregistré dans un groupe de médecine familiale, mais ça ne veut pas dire que tu as accès à un médecin pour autant. Il faut quand même que tu passes par le 8 ans 1. Bon, toutes sortes de patentes que finalement, tu dis, bon, l'accès aux services plus souvent qu'autrement, malheureusement, Mm. ou en tout cas trop souvent, du moins, on repassera. Puis la dernière chose, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'était qu'il y a beaucoup de gens, puis ça, c'est plus dans le reportage de CTV. Par contre, il y avait des gens, des Canadiens qui ont immigré, etc., puis ils disaient que c'était que les gens sont capables de voir comment tu as beaucoup plus de mobilité sociale aux États-Unis. Tu sais. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on dit tout le temps, ah, les États-Unis, ce grand pays inégalitaire, les gens meurent dans la rue, Mm. nanana. Ouais, ben là, c'est parce que, puis écoutez, les chiffres ne mentent pas là, quand on voit qu'il y a quasiment 10% de notre population. C'est pas tout le monde qui est aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, c'est quelque chose comme 1,3 million de Canadiens qui est là présentement. Tu as comme un 700 000 au Royaume-Uni. En tout cas, le 4 millions se répartit un peu partout dans le monde. La grosse partie, là, on parle d'au-dessus de 25-30% qui est aux États-Unis, mais je veux dire, OK, là, peu importe ce qu'on peut penser, mais le pouvoir d'attraction des États-Unis demeure beaucoup plus fort que celui du Canada. Tu sais, il doit avoir une Mm. raison. Puis moi, quand je t'avais envoyé ça en préparation de notre podcast, je t'avais envoyé ça, je pense, vendredi. Tu sais, j'étais motivé le vendredi en début de soirée. Tu sais. Juste Puis pour là, mentionner aux gens, oui, le reportage auquel tu fais oui, référence, c'est oui, ça oui, c'est ici. ça. Là. Why are many Canadians deciding to live abroad? Donc, c'est de CTV News. Ça se retrouve, là, ça date d'il y a quelques semaines quand même. Là. Mais c'est ça que vous pouvez trouver là, très facilement sur YouTube. Là. Pour ceux qui sont sur Patreon, je vais mettre le lien dans la description. Mais c'est ça, c'est ce reportage-là qui cherche à savoir, bon, puis évidemment, la crise du logement, de l'habitation, comme tu l'as dit, mais aussi l'accès à des soins de santé. C'est-à-dire que, tu sais, les gens qui s'installent au Canada ou qui immigrent ici se font. Et pour vrai, le Canada, je sais pas comment nos élites ont réussi à faire ça, mais il y a vraiment un mythe canadien qui est vendu à l'international et, et qui est cru, je dirais, tu sais, si on pense que les gens ici sont attachés à notre modèle et y croient, c'est encore pire pour les gens qui viennent Mhm, d'ailleurs. absolument. Si vous avez déjà parlé avec un Américain en voyage, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens aux États-Unis pensent vraiment qu'au Canada, il y a un système de santé extraordinaire où les gens se font soigner gratuitement, c'est efficace, c'est accessible. Tu sais, ils se sont fait vendre probablement par la gauche américaine que le système canadien est un modèle incroyable, mais finalement, dans la réalité, c'est une autre paire de manches. Là. Ben, c'était pas toi qui racontais, même en voyage, à un moment donné, tu étais dans un autobus ou je sais pas quoi, puis un Américain qui est venu te voir, qui disait qu'il pensait immigrer au Canada, je sais à quel point c'était formidable, les soins de santé et tout, là. Oh, oui, il m'avait dit, en fait, c'était assez à capoter ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, le monsieur devait avoir peut-être 58, entre 55 et 65 ans, là, c'est toujours difficile de dire Ouais, l'âge ouais. des gens, là, mais disons dans cette gamme d'âge-là. Et il m'avait dit, quand j'étais jeune, je suis déjà allé à Montréal, j'avais resté là pendant quelques semaines
pour quelque chose. Il dit: «J'avais adoré la ville, c'était une belle ville, c'est propre, les gens sont Mmh. gentils». Tu sais, fait je me vois là, dans quelques années déménager au Canada. En plus, vous avez la santé gratuite. Et là, je le voyais, le conte de fées qui s'était dessiné dans Ouais, sa ouais, ouais. tête. Montréal, ville propre et conviviale et la santé gratuite. Tu sais. Et là, j'essaie d'y expliquer que, ouais, mais tu sais, mettons, vous venez, vous ne l'aurez pas, là, t'as pas de carte soleil, là, tu sais, je veux dire, Non, non, c'est ça. l'Américain qui émigre ici du jour au lendemain, qui vient s'installer à Montréal, ils n'auront pas accès à ça, là. Puis là, je disais, mais vous savez que vous ne le payez pas, peut-être pas avec votre argent, vous le payez avec votre temps, là. Et Mmh. là, je lui racontais quelques anecdotes. Et puis, pour vrai, c'est pas, ce que je vous dis là, c'est pas un cas isolé, là. Il y a beaucoup de gens qui croient ça, là. C'est pas le seul que j'ai rencontré, là, au travers de mes escapades ailleurs aux États-Unis. J'en ai rencontré beaucoup des gens de même. C'est sûr que les gens qui ne croient pas ça, probablement, ne te le disent pas, là, parce qu'ils ne veulent Mmh. pas t'insulter en disant lui, il est Canadien, je ne dirais pas que chez eux, c'est de la merde. Là. Non, non. Donc tu sais, il y a un prisme déformant que juste ceux qui sont envieux viennent t'en parler. Mais il y a une grande illusion là, reliée à ça. Tu sais. Puis je ne suis pas en train de dire que. Bon, mais évidemment, je ne dis pas que le Canada, c'est comme Haïti ou que c'est comme un pays. Tu sais, on comprend, là, mais dans les pays développés, là, tu sais, on va juste se concentrer là-dessus. Tu sais, les soins de santé font. Peut-être l'accès et le fait de ne pas payer en se rendant à l'hôpital peut-être fait l'envie des gens. Mais pour ce qui est de l'accès, on le voit là, dans différents palmarès, c'est très faible. Là. Non, c'est ça, puis je l'ai déjà dit dans un édito précédent, mais pour moi, le Canada, c'est rendu un catfish, là. Je veux dire, ça fait de la peine de dire ça, là. C'est pas cool de dire ça, mais c'est ça pareil. C'est-à-dire que la réalité, un peu comme des fois quand tu es sur une agence de rencontre puis tu swipes, ben des fois, tu t'en vas en personne, rencontrer le prospect, puis tu te rends compte que la réalité ne correspond pas toujours à ce qui t'a été présenté. Mais malheureusement, c'est rendu ça, le Canada, pour moi, puis pour beaucoup de gens, là. Puis bon, enfin, c'est pas ça. Il me semble que c'était pas comme ça avant. Tu sais, peut-être que je deviens nostalgique, moi, avec, là, mais tu dis, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas de même. Tu sais. Et c'est ça l'autre aspect. Je suis content. Là, c'est quelque chose que j'ajoute, moi, mais je pense qu'il est pertinent à la réflexion. Je suis content que tu aies partagé à l'écran la vidéo de CTV parce qu'on voyait, bon, c'était sur YouTube, puis on voyait en haut à droite, tu avais, c'est dans le newsfeed, tu avais genre, je pense que c'était TVA, là, comme ça parlait du procès de Donald Trump. Bon. Oui. Parce que ça, c'est ça, j'ai commencé à te compter. C'est que moi, je t'ai envoyé ça vendredi soir, tu sais. Puis après ça, au courant du week-end, j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens au Canada qui sont préoccupés par ce qui se passe aux États-Unis, tu sais, justement, par rapport à Trump, l'élection qui s'en vient, tout ça. Trump là, qui a dit qu'il allait être un dictateur. Là. Bon, là, c'est janvier. Tu as Roger Stone qui s'est fait aller récemment, qui a fait une technique très Québec solidaire. Là, je pense que c'est la semaine dernière qui a dit que si les gens ne votaient pas pour Trump, ça allait être la dernière élection aux États-Unis. Là. Bah, Bon, ça fait très Québec solidaire en 2022, là, l'élection de la dernière chance. Là. oui. Bon, moi, évidemment, je ne suis pas un fan de Roger Stone, puis je ne suis pas particulièrement un fan de Donald Trump non plus, mais le fait est que, tu sais, puis c'est pas parfait aux États-Unis, j'en conviens. Tu sais, l'espérance de vie, elle a quand même diminué aux États-Unis. On parle d'environ 74 ans maintenant. Là. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux avec le fentanyl, notamment. Bon, moi, le fentanyl, je veux dire, il est déjà rendu dans les rues du Canada depuis un petit bout. Puis je suis très à l'aise de le dire. Moi, je pense que Toronto, Vancouver, dans 10 ans, ça va être Chicago, là, si c'est pas avant. Tu sais. Fait que, ils ont de l'avance sur nous. Le phénomène est arrivé avant, mais je pense qu'on a tant de leçons à leur donner là-dessus, notamment à raison de la manière qu'on gère notre enjeu, Mhm. notre crise du logement, comment on gère le logement au pays. Bon, je sais que le taux de mortalité infantile aussi est un peu plus élevé au Canada qu'aux États-Unis, ce qui soulève l'enjeu de l'accès à la première ligne. Bon, aussi, évidemment, il y a des enjeux par rapport au renversement de Roe contre Wade dans certains États. Tu sais, je ne suis pas expert là-dedans, mais je l'entends qu'il y a des préoccupations là-dessus et tout. Puis, tu sais, les États-Unis, la première puissance mondiale, notre voisin, tu sais, bon, est-ce qu'il n'y a pas un glissement, tu sais, une forme. Tu sais, est-ce que la démocratie américaine n'est pas malade en quelque part? Tu dis bien, écoute, je nie pas ces préoccupations-là, puis je peux les partager dans une certaine mesure. Mais par ailleurs, tu sais, si on revient vers ici, parce que moi, ultimement, c'est ici que je vis. Puis encore une fois, je Ouais, c'est n'irai ça. pas. Je n'irai pas le fait que les États-Unis sont vraiment pas loin. La frontière américaine n'est pas si loin que ça de chez moi. Puis bon, ça a beaucoup d'influence sur notre vie, j'en conviens. C'est notre principal partenaire commercial et tout. Sauf que c'est aussi, c'est pas vargeux là, au Canada. Il y a des enjeux. Si on se préoccupe d'une certaine dérive autoritaire aux États-Unis, ben
peux pas ne pas avoir certaines craintes par rapport à ce qui se passe au Canada. Tu sais, on a parlé récemment au Québec, l'espèce de projet de loi 57, là, pour si t'es pas fin que ton élu, tu vas te faire mettre une amende. Ouais, oui. Il y a des projets de loi bizarres au fédéral dont Yann et toi, vous avez discuté. Bon, on a vu, bon, je ne suis pas un expert là, du personnage de Patrick Provost. Moi, je me dis, il y a peut-être des considérations en droit du travail, ce que je ne connais vraiment pas, là, mais par rapport notamment à dire, ben, peut-être que c'est au niveau du devoir de loyauté que ça va poser problème quand ça va être le temps de défendre sa cause là, en arbitrage ou quoi que ce soit, ou en tout cas plutôt dans le processus de grief. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il va être réembauché indépendant. Tu sais, est-ce que c'est ça? Moi, je m'attends à ce que ce soit peut-être ça la raison qui va être employée pour son congédiement plutôt que ses propos controversés, tu sais. Mais néanmoins, indépendamment de ça, tu vois, bon, OK, tu as l'affaire Provo, tu as ce que le prof Caron il a vécu à Ottawa il y a une couple de mois. Puis le prof Caron, justement, la semaine dernière, il a fait un Ouais. billet sur l'autoritarisme soft. Bon, c'est un mot un peu fort, parler moi, je préfère employer le terme d'une sorte de dérive autoritaire. On a vu quand même beaucoup de choses qui sont passées au pays ces dernières années. Puis évidemment, je ne mets pas en doute le fait que le Canada est une démocratie, puis que, bon, je veux dire, on n'est pas le Turkménistan, par exemple, là, j'en conviens bien. Puis je veux dire, est-ce que je déménagerais ailleurs en Occident? Tu sais, je regarde en France, c'est pas fameux non plus. Au UK, ben, l'économie, ça va pas très bien non plus. On a recommencé à parler d'hommes malades de l'Europe. Tu sais, bon, moi, c'est que ma préoccupation dépasse celle des États-Unis. Moi, je me dis, ben, en Occident, je pense que, tu sais, au niveau de la liberté d'expression, notamment, vous avez parlé ce matin, Yann et toi, tu sais, des enjeux, tu sais, par rapport au sondage. C'est pas loin, je pense, 60% des Canadiens qui se sentent préoccupés, qui sont préoccupés par tu sais, un recul de la liberté d'expression. Est-ce que Ouais, c'est c'est mieux? hier, j'en Ah, parlais hier, dans oui. ma chronique radio. Là, ouais. Oui. Bon, est-ce que c'est mieux dans d'autres juridictions occidentales? Ça dépend lesquelles. Il y a des places, ça peut être mieux, des places, ça peut être pire. Mais moi, ultimement, je me dis, tu sais, arrêtons de nous comparer à où est-ce que c'est pire. Puis tombons pas aussi dans le piège du faux dilemme. Tu sais, comme trop de gens font, vont dire, ah, Trudeau, c'est de la merde, j'ai pas aimé comment il a traité le convoi des camionneurs, je vais me tourner vers Poutine. Tu dis non, ça marche pas. Ça, c'est un piège à con, c'est un faux Non, dilemme. puis, tu sais, si on est préoccupé par, je sais pas moi, si vous êtes préoccupé par Donald Trump, vous avez de la misère à en dormir la nuit, vous devriez être préoccupé aussi du fait que la politisation de la justice aux États-Unis, c'est quelque chose qui devient de plus en plus inquiétant. Là. Tu sais, je lisais hier encore sur le magazine Reason. Là. C'est intéressant, le magazine Reason aux États-Unis, parce Mhm. que c'est un magazine free market qui est plutôt de tendance là, libérale, libertarienne, qui n'est ni démocrate ni républicaine. Donc, tu sais, il y a des textes qui sont autant, tu pourrais en lire un et dire, écoute, non, c'est full démocrate, ce magazine-là. L'autre d'après, tu dis, écoute, non, c'est full républicain. La réalité, c'est que c'est ni un ni l'autre. Et tu vois, ils ont écrit je ne veux pas qu'on s'écarte trop du sujet, mais quand même, ça rentre là-dedans. Là, tu vois, Mhm. ils écrivent le procès new-yorkais contre Trump repose sur une théorie juridique tordue qui pue le désespoir. Et là, on dit pour convertir un paiement d'argent secret en 34 délits, les procureurs invoquent une loi électorale d'État qui, selon les experts, n'a jamais été utilisée auparavant. Le New York Times qualifie naturellement le procès d'affaires d'argent secret, mais les deux parties dans cette affaire, la toute première procédure pénale contre un ancien président, s'opposent à cette qualification et leurs interprétations contradictoires vont au cœur des accusations juridiquement douteuses portées contre Trump. Et là, tu sais, en gros, ils font la nomenclature de tout ce qui, dans ce procès-là, est un peu tiré par les cheveux, de qu'est-ce qui a des chances d'aboutir, de finalement la majorité des points qui sont invoqués ressemblent un peu. En fait, ça ressemble beaucoup à ce que le Colorado a essayé de faire en l'enlevant de la, des listes en voulant le barrer des listes Mhm. finalement des élections et que la Cour suprême a invalidé parce que c'était une interprétation carrément tordue du 14e amendement. Là. Je pense que c'était ça le 14e amendement de la Constitution qui n'a aucun rapport avec, tu sais, qui avait été pensé pour les gens qui avaient fait la guerre entre le Sud et le Nord, les sécessionnistes, là, finalement, Mhm. finalement, c'était pas ça. Mais bref, tout ça pour dire que oui, il y a des enjeux d'inquiétude qu'on peut avoir aux États-Unis, mais pour vrai, c'est quoi qui est le plus inquiétant? Que Trump reprenne le pouvoir et qu'il essaie de se venger ou des gens qui veulent l'empêcher de reprendre le pouvoir, en quitte à instrumentaliser des leviers de justice de manière un peu étrange. Là. C'est pas moi qui le dis, là, c'est pas mon opinion personnelle, ça, c'est l'opinion de plusieurs juristes que tu peux lire autant dans le Reason que dans le Wall Street Journal. Tu sais, beaucoup de gens regardent ça et se demandent si il n'y a pas les mains du politique qui traînent là-dedans. Là.
Ben, tu sais, peu importe où est-ce qu'on se situe aux États-Unis, dans quel camp on est, je pense que c'est rendu un shit show, la politique américaine. Je suis pas le seul à le dire ou à le penser. Je veux dire, c'est rendu une gérontocratie. D'un côté, tu as Trump, de l'autre bord, tu as Biden. Tu te dis, ouais, c'est pas fameux. Je sais plus si Mitch McConnell, il traîne encore en quelque part, mais on l'a vu l'an dernier, ça va pas bien, le Ah non, monsieur. ben, C'est bon. il est supposé partir, mais je pense qu'il ne l'est pas encore Ouais, officiellement. ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il passe l'automne. En tout cas, patente de même, mais ouais. Tu sais, tu dis, bon, j'en suis. Moi aussi, il y a des choses qui me préoccupent aux États-Unis. Puis, tu sais, je le disais il y a quelques instants, je parlais de l'Europe, je me disais, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut déménager en France ou au UK demain matin, certainement pas. Tu sais, puis je ne déménagerai pas demain matin aux États-Unis non plus. Mais là, c'est parce que, en fait, mon plaidoyer, c'est plus, je pense qu'il faut peut-être se refocuser un peu plus sur nous-mêmes. Là. Il y a des choses qui ne marchent pas ici, puis il faut les adresser. Et je veux dire, tu sais, aux États-Unis, ils ont les mêmes commentaires que nous. Tu regardes dans les médias ou dans les forums, quoi que ce soit, dans l'espace public plutôt. Ouais. Tu sais, les gens, ça se plaint aussi d'affordabilité, d'abordabilité, ça se plaint de, bon, c'est ça, donc le coût de la vie, du coût du logement, ça se plaint des taux d'intérêt aussi. Sauf que c'est vraiment pire ici. C'est ça l'affaire. Et est-ce qu'aux Ouais. États-Unis, mais tu sais, aux États-Unis, quand ils font ces critiques-là, quand ils se plaignent justement du coût de la vie, de ces choses-là, ils ne sont pas en train de dire, ah, mais ça pourrait être vraiment, une chance qu'on n'est pas au Canada, hein, ça pourrait être vraiment pire. Ben non. Tu sais, parce que justement, tu dis, OK, ben, on nie pas que, que ça peut être mieux ou pire ailleurs, mais c'est ici qu'on vit, c'est ici qu'il y a un problème, c'est là-dessus qu'il faut d'abord se concentrer. Tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, Pas s'épivarder, tu sais. exact, exactement. Mais peut-être dans un ordre d'idées positif, puis après ça, Mhm. on pourra aller discuter d'autres choses sur Patreon. Les gens, on vous invite à vous joindre à nous. Mais peut-être un petit. Ben, deux choses. Premièrement, tu voulais faire une mise au point sur quelque chose qu'on a dit la semaine passée. Oui, Peut-être dans le juste. live. Peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être juste le mentionner, puis après ça, j'aurai autre chose. Là. Oui, mais il y avait eu un commentaire qui avait été fait dans le live comme quoi que, bon, la clause dérogatoire est employée dans le Québec là, à tous les 5 ans pour faire maintenir la loi 101. Mais finalement, non, ça n'a pas été nécessaire parce que c'est ce gouvernement Bourassa en 88, je me rappelle bien, qui ont utilisé la clause dérogatoire pour la loi 101, puis ils n'ont pas eu besoin de la réutiliser à nouveau. Il y a eu des amendements ou enfin, je t'en avais parlé il y a fort longtemps dans un texte que j'avais écrit, là, mais il n'y a pas eu besoin de réemployer de la faire durer au-delà de 5 ans, d'avoir de nouveau recours à la clause dérogatoire pour maintenir la loi 101. Là. Donc, c'était juste ça, c'est juste une petite mise au point. C'était pas majeur, mais des fois, dans un live, tout va vite, on parle, tout ça, c'est en C'est ça. direct. Là, des fois, j'avais comme eu un doute quand ça s'était dit, mais là, Oh, oui, on est puis capable de vérifier sur le spot. c'est Ouais. ça. Puis on est quand même des humains au final. Oh, ouais, On absolument. s'entend, Ben on oui, ben oui, s'exprime ben sur oui. des choses, puis par après, ah, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, ou c'était pas tout à fait ça. Ouais, J'avais c'est pas ça. la bonne information. Mais juste un petit callback sur un sujet dont on a quand même parlé abondamment dans les semaines passées, sur le fameux projet de loi que tu as mentionné Mhm. sur les fameuses incivilités. Tu te rappelles, on Oui, en avait oui, fait. oui, oui. Puis des fois, je suis quand même content parce que souvent, on est seul de notre gang avec quelques, bon, Mhm. relativement seul. Dans le fond, tu as Libre Média qui parle un peu des mêmes sujets. Tu as, bon, de temps en temps, quelques émissions de radio, un petit peu quelques chroniqueurs ici et là. Mais de temps en temps, tu te dis, il me semble, si on est sur quelque chose de fondamental. Mhm. Puis on ne devrait pas être tout seul de notre gang. Notamment, tu te rappelles le débat sur la loi sur l'expropriation. Ouais, ouais, On ouais, en ouais. avait fait une longue affaire, puis on parlait de ça, puis il fallait pousser là, pour que les gens s'intéressent à ça jusqu'à temps qu'on mette de l'avant des exemples concrets. Là, attends un peu, là, il y a Mhm. des gens qui se font spolier de leur propriété là, carrément. Là. Et ça a été la même chose sur le gain en capital. Il a fallu Mhm. que le journal commence à sortir des histoires de gens qui ont des petits dépanneurs puis qui ont quelques blocs à commencer pour un fonds de retraite, qu'on fasse passer ces gens-là pour des méchants capitalistes, finalement. Et l'autre affaire qu'on avait analysée, puis là, je suis content que des gens se joignent un peu au bal, c'est le projet de loi sur la protection des élus, entre guillemets. Et là, on nous dit dans cet article-là de la presse, un projet de loi qui risque de criminaliser la participation démocratique. Et là, on nous dit certaines centrales syndicales ainsi que la Ligue des droits et libertés et d'autres intervenants sortent en disant que cette loi-là, elle est arbitraire, elle risque de criminaliser la participation démocratique. Et là, on parle de la loi de la ministre Laforêt, là, le projet de loi pour protéger les élus et favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. C'est juste le titre
est déjà problématique en soi. Et voici ce qu'on dit. Certaines dispositions de ce projet de loi pourraient avoir effet de criminaliser la participation démocratique des citoyens et citoyennes et porter atteinte à leur liberté d'expression, déplore la FTQ, la CSN, la CSQ et la CDC dans une lettre envoyée à la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Écoutez, c'est pour moi le Mhm. plus grand ami des centrales syndicales au Québec, là. Je pense que plus souvent qu'autrement, ils ne prennent pas les bonnes positions. Ils ne sont pas des agents de changement, mais plutôt des protecteurs du statu quo et d'une force d'inertie qui fait que notre société est encroûtée, là. Mais là-dessus, moi, je n'ai pas de problème à faire voix commune avec ces gens-là sur cet enjeu-là Ah oui. précis. C'est-à-dire que là, quand c'est rendu que autant des gens, des libéraux comme nous, au sens philosophique, que Mhm. des gens de centrales syndicales très à gauche trouvent que ce genre de projet de loi est un problème, c'est qu'il est réellement un problème. Puis finalement, que notre interprétation qu'on avait faite, Simon, Oui. était pas carrément en dehors de la plaque, là. On n'est pas les seuls à avoir vu ce qu'on a vu, là. Non, c'est ça. Puis je suis content de voir qu'effectivement, même si c'est des gens qui pensent pas toujours comme nous, il faut qu'il y ait des gens de différents endroits de la société civile qui sortent et qui dénoncent ça. Puis je suis content de voir qu'il y a du pushback. Fait que oui, tu sais, tout n'est pas rose au pays, mais il y a quand même du pushback. Puis c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, moi, un peu, tu sais, peut-être pour conclure avant d'aller sur Patreon, ben, tu sais, c'est ça. Face à ces constats-là, tu sais, qu'on a fait depuis tantôt, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas avoir peur de dénoncer, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer non plus, tu sais. Il n'y a pas juste l'idée de convoiter, de sacrer son camp, finalement, parce qu'on fait. Parce que c'est ça, hein, on se fait souvent répondre ça encore. Yann, en fin de semaine, je sais plus. C'était-tu sur un des trios, là, les commentaires YouTube, là, c'était pas chic, là, mais en Ah, je me gros, c'est souviens encore plus, je pense sacrer que votre oui. camp, puis bon, en tout cas, tu sais, tu dis, ben, au-delà du fait que qui va payer pour le chèque, pour le chèque ben, le chèque de BS, finalement, des gens qui nous critiquent, bon, c'est pas fin ce que je dis là, mais au-delà de ça, c'est que tu dis, OK, mais au-delà de crisser notre camp, c'est parce qu'on est quand même des citoyens à part entière, nous autres aussi, on a droit au chapitre, puis ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, qui aurait fait mieux? Ben, qui aurait fait mieux? Genre, ouais, ça a ses limites, d'un, comme Maxime, puis de deux, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'exprime, on soulève un débat d'idées, on réfléchit. Tu as des gens comme Vincent qui sont des chercheurs, qui publient, etc. On Ouais, roule notre boss comme puis on peut avec l'influence, somme toute relative qu'on ben a. oui, ben oui, puis que ça vous plaise ou pas, c'est chez nous ici aussi, là. Ben oui. Tu sais, c'est chez nous, notre famille, nos amis, notre milieu social, notre travail et autres. Puis tu sais, c'est pas parce qu'on comment je dirais ça? Tu sais, il y a, le Québec, c'est comme le Canadien de Montréal, là. C'est pas parce que tu critiques le club puis que tu dis qu'un tel est pas bon, a des avantages numériques, puis qu'il faudrait changer le coach, il faudrait changer le DG, que tu n'aimes pas ton club. Au contraire, en général, plus tu le critiques, plus souvent, c'est plus que tu l'aimes. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi là, qu'il faut garder à l'esprit. Sur ça, on va passer à la Oui. partie Patreon. Tu avais un sondage qui a été fait par la firme Oui. Nanos, je pense. Peut-être juste nous expliquer brièvement c'est quoi, puis on va aller en jaser. Oui, ben c'est ça. On va jaser qu'il y a un tout récent sondage Nanos qui nous indique que 60% des Canadiens croient désormais que le Canada fait une mauvaise ou une très mauvaise job du côté de vision de notre futur énergétique. Des sujets qui demeurent, ouais, qui demeurent toujours d'actualité. Fait Tiens donc. que, ouais. Oui, puis encore un autre truc sur finalement, on ne fait pas si cavalier seul que ça dans nos opinions. Non, Fait que, exact. on va décortiquer ça ensemble. Puis les gens, ben, ça, joignez-vous à nous sur le patreon.com/, iSénéchal. Vous faites Yann et Frank sur Patreon. Vous allez trouver. Vous avez accès là-dessus à tout notre contenu, les parties bonus des podcasts, des discussions intéressantes sur une foule de sujets et plus encore.